Et donc, je vais demander à Mathieu Bravin de prendre la parole pour intervenir sur ça phosphore aussi sous les tropiques. Merci Christine. Alors, voilà, c'est bon. Bonjour à tous, merci d'être encore, l'amphi à peu près plein. On a déjà eu pas mal d'exposés, donc je vais essayer de continuer. Merci également à Pascal pour l'exposé, qui est du coup une très bonne introduction aux éléments que je vais aborder maintenant, où l'idée c'est de se tourner vers les zones tropicales du globe, notamment l'outre-mer français tropical, et de se poser la question du point de vue des milieux tempérés, sachant que les cultures sont parfois très différentes, que le climat est souvent différent en milieu tropical de fait, et que les sols sont aussi très souvent assez différents. Est-ce que les méthodes de raisonnement développées, typiquement la méthode comifère développée pour le pilotage et le raisonnement de la fertilisation phosphatée, est applicable telle qu'elle ou avec un certain nombre de modifications sous les tropiques? C'est à cette question-là qu'on a essayé de répondre avec un certain nombre de collègues de la Chambre d'agriculture de la Réunion, de RCAN, qui est l'Institut technique de la canne à sucre à la Réunion, de l'Association réunionnaise de pastoralisme et du CIRAD, et en particulier de Cécile Nobile, qui est ma collègue, qui a été la principale cheville ouvrière de ce travail. Donc je vais commencer. Alors moi, je suis plutôt biogéochimiste, aussi un peu agronome, mais d'abord biogéochimiste. Donc je précise quelque chose que Christine m'a dit de bien préciser ça. Tous les chiffres que je vais vous montrer durant ma présentation sont exprimés en kilos de phosphore et non pas de P2O5. Donc pour ceux qui ont l'habitude de parler en P2O5, vous multiplierez tout par 2 ou 2,3 si vous êtes bon en calcul mental. Et donc, ce qu'on voit dans le cycle biogéochimique du phosphore, ici, c'est que quand vous êtes... en gros, ce qui démarre la dynamique de ce cycle, c'est l'exportation du phosphore par la culture, c'est le phosphore qui s'accumule dans la culture et qui est exporté. Les quantités, environ 20 kg de phosphore par hectare et par an, c'est grosso modo la réserve de phosphore disponible dans le sol. Évidemment, il y a beaucoup plus de phosphore total, mais la réserve de phosphore disponible est de l'ordre de quelques dizaines de kilos de phosphore par hectare et par an. Ce qui veut dire, et ça fait écho à ce qui a été dit, qu'au bout de quelques années, si vous ne fertilisez pas, vous pouvez avoir un appauvrissement fort et la culture, l'offre du sol peut ne pas satisfaire les besoins de la culture. C'est pour ça qu'on apporte donc des engrais minéraux qui sont censés à la fois nourrir la plante et remonter le niveau de disponibilité ou maintenir le niveau de disponibilité du phosphore dans le sol. Et évidemment, l'idée, c'est d'arriver à piloter correctement cette dose pour faire en sorte que les pertes, que ce soit par érosion ou par lexivation-lessivage, restent, comme elles sont censées l'être dans le cycle du phosphore, vraiment minimes. La question, donc, dans le cas du raisonnement de la méthode comifère que vous connaissez, je vais aller très vite dessus, vous avez en gros deux éléments principaux, la détermination des exportations de phosphore par la culture, et il y a une estimation récente, publiée récemment à l'échelle de l'Union européenne, qui estime à environ 14-15 kg de phosphore par hectare et par an le niveau d'exportation moyen dans les sols de l'Union européenne. Et ensuite, cette exportation, on y multiplie un coefficient multiplicateur des exportations, qui est principalement dépendant de la disponibilité du phosphore dans le sol. Plus cette disponibilité est faible, plus le coefficient multiplicateur est fort. C'est ce que vous voyez ici dans ce tableau. Voilà. Et ça dépend également, je ne reviendrai pas là-dessus, de l'exigence de la culture et de l'historique de fertilisation. La question donc, qui se pose, c'est est-ce que ces références pour la France hexagonale sont directement applicables, ou au moins en partie, c'est-à-dire sur les principes, dans les zones tropicales et en particulier dans l'outre-mer français? Donc pour répondre à cette question, l'objectif qu'on s'est fixé dans ce travail, qui est un travail de synthèse de données qui étaient existantes, soit un peu anciennes, soit plus récentes, c'était tout d'abord d'estimer les exportations pour les cultures tropicales, avec l'hypothèse qu'elles étaient probablement plus importantes qu'en milieu tempéré. Premièrement, parce qu'on a certaines cultures qui ont des forts niveaux de productivité en termes de biomasse, je pense à la canne à sucre en particulier. Deuxièmement, parce qu'on a aussi, du fait du climat, des nombres de cycles pour les cultures maraîchères ou même pour la prairie qui sont plus importants que ce qui peut être observé en milieu tempéré. La deuxième question, c'est de caractériser la disponibilité du phosphore dans le sol. Et l'hypothèse là est plutôt inverse, c'est-à-dire qu'elle serait plutôt plus faible en milieu tropical qu'en milieu tempéré, ce qui semble soutenu en l'état par la littérature, où ici, par exemple, on voit que l'absorption du phosphore dans les sols tropicaux est supérieure à celle qu'on observe dans les sols de l'Union européenne, donc des sols de milieu tempéré, de l'Union européenne continentale, qui suggère que donc, du coup, la disponibilité est plus faible dans les sols tropicaux.
Et la dernière chose qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en perspective ces données-là en essayant de voir en quoi l'approche comifère résonnait avec les outils déjà existants sur le territoire d'étude. Donc, concernant le territoire d'étude, comment on étudie en fait cette problématique de la fertilisation phosphatée dans l'outre-mer tropical français? Soit on se balade partout dans la zone tropicale, puisque l'outre-mer tropical français est réparti un peu partout dans la zone tropicale, soit on travaille sur une zone qui présente une diversité de contextes qui permet de parler un peu au-delà de simplement ce qui se passe dans cette zone-là. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans cette zone-là, en l'occurrence sur l'île de la Réunion. Donc pourquoi, au-delà du fait d'avoir travaillé dessus, et donc que c'était facile d'étudier cette question-là sur l'île de la Réunion, c'est qu'il y a vraiment des caractéristiques un peu spécifiques. D'une part, la diversité climatique. On peut passer de climat quasi méditerranéen, avec 500 mm d'eau par an, à des climats hyper humides, à près de 4 à 5 mètres d'eau par an. Et ce ne sont pas les records de pluviométrie, c'est simplement ce qu'on va trouver grosso modo au maximum dans les zones qui sont cultivées. La deuxième chose, c'est qu'on a une diversité pédologique en partie liée au climat, et cette diversité pédologique, elle se traduit par le fait qu'elle est plutôt bien caractérisée à La Réunion. On a presque 100 unités pédologiques de milieux qui ont été décrites à La Réunion, pour quelques centaines de kilomètres carrés. Ensuite, on a une grande diversité agricole, avec une grande culture emblématique, la canne à sucre. On a également énormément de surfaces fourragères, donc de prairies permanentes et temporaires. Et on a également une grande diversité de cultures maraîchères, les mêmes types de cultures, notamment légumières, que celles qu'on peut avoir dans la France hexagonale. Et bien sûr, des cultures arboricoles emblématiques, comme par exemple l'ananas victorien. On a également des flux de phosphore importants à l'échelle de l'île, évidemment une importation importante de fertilisants, mais on a également des stocks de phosphore dans les matières fertilisantes d'origine résiduaire qui sont produites sur l'île, qui sont importants, qui sont du même niveau quantitativement, c'est de l'ordre du millier de tonnes de phosphore par an, que les fertilisants phosphatés qui sont importés. Enfin, on dispose déjà, depuis les années 90, d'outils d'aide au pilotage de ces pratiques de fertilisation. Donc, concernant les exportations, on est reparti soit de références locales, notamment dont on disposait des données d'exportation, c'est-à-dire de teneur en phosphore et de rendement pour la canne à sucre, les prairies et une culture fruitière, en l'occurrence l'ananas. Et pour celles où on n'en avait pas, notamment les cultures maraîchères, on a réutilisé pour les teneurs celles qui étaient données dans la grille, par exemple comifère, dans les références nationales, et on a utilisé des dires d'experts locaux pour ce qui était les rendements, incluant évidemment le nombre de cycles, qui est une question cruciale, notamment pour les cultures maraîchères. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Donc, pour la canne à sucre, à chaque fois, vous allez avoir, pour chaque graphique, la même chose, c'est que vous avez une référence, on va dire, de milieux tempérés, notamment de l'Union européenne, ici le maïs fourragé pour la canne à sucre, qui a été ce qui nous a semblé le plus proche, une graminée en C4 dont on récolte l'ensemble des parties aériennes au moment de la récolte, et en comparaison avec ce qu'on a observé en orange pour la Réunion. Et vous voyez qu'on a, grosso modo, pour la canne à sucre, en moyenne à la Réunion, une médiane d'exportation, des valeurs médianes d'exportation de phosphore, qui sont à peu près 1,5 fois supérieures. Quand on passe aux prairies, tout le monde est assis, du coup on voit qu'on a des exportations qui sont beaucoup plus importantes. Je rappelle que c'est des kilos de phosphore par hectare et par an. On a une variation qui est à peu près de 2,5 à 5 fois plus important. On a mesuré des exportations, des exportations qui varient d'environ 25 kg de phosphore par hectare et par an jusqu'à 125 à 130 kg de phosphore par hectare et par an. Enfin, pour le maraîchage, on voit qu'on n'a pas des choses très différentes, ce qui n'est pas très, très surprenant, puisque globalement, une bonne partie de ces cultures, notamment des cultures légumières, sont celles qu'on a en métropole. Et a priori, il n'y a pas vraiment de raison que les teneurs en phosphore soient très différentes à La Réunion par rapport à ce qui a pu être mesuré dans les références de la France hexagonale. Mais on remarque, par contre, qu'on a des valeurs un peu extrêmes. Là, il se trouve que c'est le chou, feuille, qui se trouve avoir des valeurs très importantes, liées notamment au nombre de cycles. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on a comparé ça aux références qui étaient données aux préconisations faites par les outils à La Réunion. Pour la canne à sucre, on voit que globalement, les préconisations sont assez bien autour de ces valeurs d'exportation, même si on a évidemment quelques valeurs de préconisation plus basses et des valeurs plus hautes, ce qui semble assez logique à ce qu'on peut attendre, avec le point de vue des valeurs d'exportation. Par contre, quand on regarde pour les cultures sous prairie, les sols sous prairie ou pour les cultures maraîchères et fruitières, on voit qu'on a des préconisations qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes que les exportations. On a des valeurs qui sont entre 2 et 6 fois plus importantes que les exportations, ce qui paraît assez important et qui semble ne pouvoir se justifier que si le phosphore est très peu disponible, c'est-à-dire si l'offre en phosphore du sol est très faible relativement aux besoins et aux exportations de la culture. C'est donc ce qu'on a essayé de regarder également
en repartant du schéma, du graphique que je vous ai montré tout à l'heure avec les sols tropicaux qui n'incluaient pas de sols de la Réunion, et des sols de l'Union européenne continentale, donc uniquement de milieux tempérés. Donc si on regarde ce qu'on observait pour la Réunion, on n'a pas exactement ce qu'on peut lire dans la littérature, y compris réunionnaise, qui est, oui, on a des sols qui retiennent très fortement le phosphore, notamment c'est les fameux endosols. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas le cas. On a plutôt des choses qui sont intermédiaires entre les sols des milieux tempérés et les sols tropicaux classiquement référencés. Je vais parler par exemple des sols ferralitiques du Brésil ou de Madagascar. Alors ça, c'est globalement en fait assez logique, parce que si les sols de la Réunion ont notamment des endosols qui sont susceptibles, de par leur propriété minéralogique, de sorber fortement le phosphore, ce sont des sols qui sont relativement jeunes et qui sont en fait très riches en phosphore, beaucoup plus que beaucoup de sols sur la planète, et en particulier que beaucoup de sols tropicaux qui sont souvent très appauvris parce que très altérés. Et donc, du coup, cette donnée-là semble ne pas justifier pleinement des doses de préconisation de fertilisation phosphatée très importantes, comme on a pu le voir pour les prairies et les cultures maraîchères. Donc, concernant la disponibilité, une deuxième chose qui pourrait expliquer en fait ces préconisations importantes, c'est l'acidité naturellement importante des sols de la Réunion, et qui se traduisent très bien par le fait que 50% des analyses de sols qui ont été faites sur des sols caniers à La Réunion sur les 10 dernières années montrent des pH inférieurs à 5,5. La deuxième chose, c'est qu'en fait, cette acidité est globalement aggravée, enfin l'acidité naturelle est globalement aggravée par des pratiques de cholage dont on sait qu'elles sont insuffisantes sur l'île. Et globalement, clairement, ça a tendance à diminuer la disponibilité du phosphore par rapport à ce qu'elle devrait être si le pH était au moins égal à 5,5. Et deuxièmement, ça diminue évidemment l'efficience d'utilisation des engrais. Une perspective par rapport à ça serait d'utiliser le potentiel alcalinisant évidemment de produits Cholan, d'amendements Cholan classiques, mais également de produits résiduaires organiques, enfin de matières fertilisantes organiques résiduaires, que ce soit des fertilisants organiques ou des matières inorganiques comme les cendres, qui ont montré des résultats intéressants sur les premiers essais où on voit clairement des augmentations de pH très importantes lorsqu'on apporte ici des lisiers de bovins ou des composes de fumier de bovins. Et en lien avec ça, on voit des augmentations, en lien avec le pH, des augmentations importantes de la disponibilité du phosphore exprimé par le phosphore extrait à l'eau dans le sol en fonction du pH. Bien sûr, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire toute quantité de phosphore apportée au sol étant égale par ailleurs. Donc la question qui se pose maintenant, c'est du coup, comment est-ce qu'on peut améliorer les préconisations à partir de ce qui existe déjà. Donc tout d'abord pour la canne à sucre, donc il y a un outil qui existe déjà depuis les années 90 qui s'appelle CERDAF, le système expert réunionnais d'aide à la fertilisation, qui fonctionne à partir d'une analyse de sol, qui interprète l'analyse de sol pour déterminer l'offre du sol, notamment en phosphore, et qui à partir de ça croise avec les besoins connus de la canne à sucre et détermine des doses en fonction de la disponibilité. C'est ce que vous voyez sur le tableau qui est en haut, qui est une reprise de ce qui est donné dans le guide de cet outil-là, où vous avez en fait deux dimensions pour exprimer la disponibilité. D'une part, une teneur pseudo-disponible, je reviendrai par là-dessus, on en discutera si certains d'entre vous ont des questions, et qui est complétée par un pouvoir fixateur qui dépend du type de sol et du pH du sol. Ce que vous avez, c'est en fait la disponibilité, vous avez un code couleur qui vous donne la disponibilité, vous voyez que la dose d'apport préconisée pour un objectif de rendement de 100 tonnes à l'hectare en repousse de canne à sucre, vous avez des doses qui vont de 0 à 60 kg de phosphore par hectare et par an. Si on traduit ça en fait en tenant compte que l'exportation pour cet objectif de rendement va être en moyenne de 34-35 kg de phosphore par hectare et par an, ça permet de déterminer des sortes de coefficients multiplicateurs comme on les trouve dans les grilles du comifère. Et en fait, on voit qu'on a des choses qui sont assez cohérentes avec ce qu'on peut trouver dans les grilles, avec des coefficients qui iraient de 0 à 1,8, ce qui est cohérent pour des cultures, pour des gammes de coefficients, pour des cultures qui sont peu ou moyennement exigeantes. Ce qui est relativement cohérent avec ce qu'on pourrait dire au mieux, même si on n'a pas les essais comme ça a été fait pour la France hexagonale, pour la canne à sucre, mais ça semble être cohérent avec ce qu'on peut dire pour la canne à sucre. Évidemment, il reste à valider ça sur le terrain. Pour ce qui est des prairies, donc on a un outil qui s'appelle Fertirun, qui lui fait des doses préconisées très basiques, des doses fertilisantes, qui correspondent à 2 à 3 fois les exportations, où on sait qu'en fait ce sont les gens qui ont piloté ça, les agronomes qui ont proposé ça, on dit il y a les exportations et on prend une très large sécurité parce qu'on pense que le phosphore est très peu disponible pour la plante. Et en parallèle, plus récemment, l'Association réunionnaise de pastoralisme a travaillé avec l'IDEL pour développer la méthode un peu de référence en France qui est basée sur les indices de nutrition phosphatée et qui, elle, a dit, les doses préconisées, ce sont en gros les exportations. Très bien, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si jamais la disponibilité du sol est effectivement pas très bonne?
Donc on a regardé plus en détail sur quelques 250 échantillons de sol qui sont passés par le laboratoire d'analyse des sols du CIRAD à La Réunion, quels étaient les niveaux de disponibilité. Vous voyez qu'en fait, on a près des 3/4 des sols analysés, sous prairie, qui présentent des disponibilités faibles à très faibles, avec les mêmes critères que ceux que je vous avais montrés pour la canne à sucre. Donc l'idée a été de créer, de même que pour la canne à sucre, de proposer, alors c'est pour l'instant à l'état de discussion, des coefficients avec une gamme plus large, allant de 0 à 3, qui permettrait en fait d'aller d'une impasse totale jusqu'à des niveaux d'exportation qui correspondent à ce qui avait été proposé par les agronomes historiquement, qui avaient été en partie testés sur le terrain et donc qui ne sortaient pas non plus de nulle part. L'idée est de se permettre en fait d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus graduel. Pour terminer sur les cultures maraîchères, évidemment, donc là, l'outil Fertirun, qui est le seul outil disponible, amène à des niveaux de doses préconisées qui sont beaucoup plus importantes que les exportations, et alors on a en parallèle une très forte variabilité des exportations, ce que je vous disais tout à l'heure, avec des exportations qui peuvent être très faibles, de l'ordre de 5 kg de phosphore par hectare et par an, jusqu'à près de 30 kg de phosphore par hectare et par an pour d'autres cultures maraîchères. Par ailleurs, ce qu'on voit, c'est que le pourcentage ou la proportion de sols qui ont une faible disponibilité en phosphore est clairement plus faible pour les sols maraîchers que pour les sols canniers ou les sols sous prairie. Vous voyez, on a pas plus de 50%, ce qui n'est pas rien, mais on n'a pas plus de 50% avec des disponibilités faibles ou très faibles. Du coup, l'idée, c'est de développer, là on n'a encore pas avancé, on n'est pas allé plus loin sur ce travail-là, mais de développer des coefficients multiplicateurs qui soient un peu adaptés culture par culture, un peu dans l'esprit de ce qui a commencé à être fait par les collègues, notamment de l'INRAE, du CTIFL, et je crois qu'il y a un poster du coup, qui traite de cette question-là durant les rencontres, où, par exemple, des premiers coefficients ont été proposés pour la laitue, et on a comparé avec ce que nous, on avait vu, ce qu'on pouvait juger de l'exigence de la laitue relativement aux autres cultures maraîchères, et cette gamme de coefficients multiplicateurs de 0 à 2 semble relativement cohérente. Donc pour terminer, je conclurai pour dire qu'il y a des gammes d'exportation en phosphore qui sont clairement plus larges à La Réunion, et donc probablement pour un certain nombre de cultures en milieu tropical, de cultures tropicales, qu'en France hexagonale. Donc je dis culture tropicale, c'est des plantes qui sont cultivées en milieu tropical, pas nécessairement des plantes tropicales. D'autre part, la gamme de disponibilité en fait, est intermédiaire entre les sols tempérés et la vision qu'on a classiquement des sols tropicaux. Enfin, il y a une réelle nécessité à mieux corriger l'acidité des sols pour augmenter la disponibilité du phosphore présent dans le sol ou améliorer l'efficience d'utilisation des engrais phosphatés. Et enfin, clairement, il y a un gros travail de validation de ces coefficients multiplicateurs et des seuils qui sont associés, je ne reviens pas sur tout ce qu'a expliqué Pascal, par des travaux au champ, dont évidemment on ne dispose pas des bases de données qu'a présentées Pascal pour La Réunion ou pour le reste de l'outre-mer français. Je vous remercie de votre attention. Merci Mathieu. Alors, quelques questions dans la salle. On a 5 bonnes minutes. S'il vous plaît, si vous pouviez vous lever ou alors agiter la main de façon à ce que la caméra vous repère, pour les personnes qui sont à distance. J'ai une question très, très, très simple et très technique. Pourquoi une telle différence d'absorption de phosphate en prairie entre la métropole et la Réunion? Donc j'ai compris que le pH pouvait jouer un rôle, mais là l'écart est quand même très important, spécifiquement sur cette culture. Et deuxième petite précision, vous l'avez peut-être dit, mais les prairies du coup à la Réunion sont constituées de quelles espèces en général? Bon, une partie de la réponse à la deuxième question va apporter une réponse à la première. Donc, il y a deux choses. Déjà, il y a des prairies qui ont des espèces tropicales en prairie, notamment dans les bas de l'île, en gros en dessous de 700-800 mètres d'altitude. Et au-dessus, là, c'est des espèces qui sont tempérées, du raigra, de la fétuque par exemple. Donc déjà, ça génère le fait qu'il y a des teneurs en phosphore un peu plus élevées, c'est probablement physiologique, un peu plus élevées dans les espèces tropicales. D'accord ? Et il se trouve qu'en fait, les espèces tropicales, en particulier quand elles ont suffisamment d'eau, soit par irrigation, ce qui est plutôt rare, soit parce que le climat est humide, il se trouve qu'en fait, on a des rendements qui sont très importants. Pour vous donner une idée, les rendements potentiels les plus élevés qu'on peut attendre pour des prairies tropicales sont de l'ordre de 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Voilà. Donc quand vous multipliez ça avec des teneurs qui sont un peu plus élevées que ce qu'on a dans des plantes, des plantes prairiales en milieu tempéré, du coup vous avez des exportations qui sont beaucoup plus importantes. Alors je précise, 40 tonnes de matière sèche par hectare par an, on n'allait pas dire en moyenne les Réunionnais font ça dans les prairies, dans les bas de l'île. Non, ça c'est ce qu'on trouve plutôt dans des essais, mais clairement le potentiel est là, on l'a déjà observé. Les moyennes sont plutôt autour de 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Voilà, ce qui est déjà beaucoup.
Donc présentez-vous et levez-vous. Vous leur agitez. On fait un peu tribunal. Bonjour, Johan Guillermet, Société ICL. Donc tout d'abord, merci pour cet exposé très intéressant. Moi, j'avais une question en fait sur notamment les types de fertilisants phosphatés. Vous aviez un tableau tout à l'heure avec les minéraux, des lisiers, des composts. Est-ce que vous avez calculé ou est-ce que c'est différent qu'en métropole le CRU, le coefficient réel d'utilisation du phosphore, soit apporté par un engrais minéraux classique avec un pH plus bas, ou alors un lisier avec un pH un peu plus basique? Alors je n'ai pas de réponse pour le CRU. Ce dont je peux vous parler, qui est quand même pas tout à fait la même chose, c'est les coefficients d'équivalence engrais qui sont appliqués. Oui. En tout cas, à La Réunion, dans un contexte où on a des sols qui sont naturellement acides et qui ne sont pas toujours bien chaulés, quand vous apportez des matières organiques, très souvent, on a vraiment plusieurs essais qui montrent que quand on a une fertilisation basée sur des matières fertilisantes d'origine résiduaire, en particulier organiques, qui augmentent doucement le pH, du coup, en fait, les coefficients d'équivalence engrais n'ont plus de sens. On va avoir des coefficients d'équivalence engrais qui vont être très supérieurs à 1, en fait, qui sont simplement dus au fait que vous corrigez le pH en même temps que vous apportez du phosphore, donc la plante a plus de phosphore et l'utilise mieux. Mieux d'efficience, du coup, par le type d'engrais ou du moins de fertilisation. C'est ça. Ok. Merci. Une autre question? Deux questions. Deux questions. Merci. Donc Abdallah El-Ouari du Global Phosphorus Institute. C'est juste une suite de la première question. Est-ce que les exportations par les autres cultures telles que le maïs, qui sont, d'après ce qu'un des transparents, 2 à 3 fois plus élevés, correspondent à des rendements aussi élevés, ou c'est une autre raison? Alors, ça, c'était pour la canne à sucre. Oui, je sais pas si je peux... Non, j'ai pas la main, tant pis. Peut-être aussi le maïs. En fait, le maïs, c'était plutôt... On avait utilisé le maïs fourragé comme référence, entre guillemets, pour comparer la canne à sucre à quelque chose en milieu tempéré. D'accord ? Donc, c'était du maïs fourragé en milieu tempéré. Et ce qu'on montrait, c'est que les exportations sont en moyenne en Europe de 13 kg de phosphore par hectare et par an. Et en comparaison, la canne à sucre, on était plutôt aux alentours de 39 kg de phosphore par hectare et par an. Donc, l'exportation moyenne de phosphore à la canne à sucre, pour la canne à sucre à La Réunion, c'est ça, c'est environ entre 30 et 40 kg de phosphore par hectare et par an. Et donc ça, ce fait-là, alors les teneurs sont plutôt un peu plus faibles en phosphore dans la canne à sucre que dans pas mal de cultures en milieu tempéré. Donc c'est pas tellement ça qui explique ces exportations plus importantes, c'est réellement le rendement. Il faut voir à La Réunion qu'il y a plutôt des rendements plutôt bas en canne à sucre. C'est la moyenne à l'échelle de l'île pour tous les canniers, c'est 80 tonnes, entre 75 et 80 tonnes de matière brute par hectare et par an. Donc la matière brute, c'est à peu près, je crois, 60-70% de la matière sèche. Donc ça fait quand même beaucoup de biomasse qui est exportée. Et il faut voir qu'on peut classiquement avoir, dès qu'on pilote correctement la fertilisation, à La Réunion, des rendements qui vont à 120, 140, 150 tonnes de matière brute par hectare et par an. Voilà. Et donc c'est en fait le rendement qui explique l'exportation plus importante. C'est clairement une biomasse, c'est un peu comme le miscanthus en milieu tempéré, quoi. Vous avez des biomasses tellement énormes que vous exportez beaucoup, même si vous n'avez pas forcément des concentrations énormes de phosphore dans la biomasse. Merci. Bonjour, moi je suis étudiant, je suis ingénieur sortant de Bordeaux Sciences Agro, fraîchement sorti de Bordeaux Sciences Agro. En fait, quand je vous entends parler de la disponibilité du phosphore qui était intermédiaire, de l'effet sur le carbone que vous décriviez quand vous augmentez la teneur en carbone dans le sol, et je m'interroge en fait sur un effet autre qu'un effet géochimique, parce que vous parlez essentiellement d'un effet sur le pH, parce qu'on a l'impression qu'il manque une donnée sur l'effet, on a l'impression que ce n'est pas tout expliqué par le pH. Est-ce que vous avez d'autres explications de cette disponibilité qui est très différente, qui est intermédiaire avec des sols tropicaux, et de cet effet du carbone? Est-ce que tout est expliqué par le pH? Parce qu'il y a des résultats qui sont contradictoires dans la littérature et qui disent que quand on diminue le pH, le phosphore est plus disponible. Alors, la première raison qui explique la disponibilité du phosphore dans les sols à La Réunion, c'est clairement la géochimie, même la pédologie, c'est-à-dire la nature des minéraux et leur agencement avec notamment les matières organiques. Typiquement, dans les endosols, c'est des nanoparticules, des petits tubes, là, des imogolites, qui sont associés à du carbone. Et ça crée en fait
des sites qui ont une affinité très forte pour le phosphore. C'est très bien décrit dans la littérature, c'est pas spécifique au sol de la Réunion. La particularité à la Réunion, c'est qu'en fait, comme les sols sont très jeunes d'un point de vue géologique, du coup, en fait, il y a beaucoup de phosphore encore dans les sols. Et en fait, ça fait que la disponibilité, le stock de phosphore, c'est-à-dire que vous allez avoir très peu de phosphore dans la solution, immédiatement disponible, mais en fait, un énorme pool de réapprovisionnement. Voilà. Donc ça, on l'a revérifié plus récemment avec une collaboration avec l'ETH à Zurich, qui fait des mesures de dilution isotopique et qui eux-mêmes étaient très étonnés de ce pool de phosphore disponible, y compris dans les endosols. Voilà. Alors que le phosphore en solution était très faible, très faible, voilà. À peine à la limite d'être mesurable. Pour ce qui est de l'effet du pH, c'est un effet évidemment très fort. Il y a un effet aussi matière organique. Donc l'effet matière organique, en fait, c'est que quand on apporte des résidus organiques sur les sols, on va augmenter le pH, et c'est cette augmentation de pH qui est un des principaux drivers de l'augmentation de la disponibilité du phosphore quand on est au départ dans un sol qui est acide. D'accord ? Parce que s'il y a des gens qui sont dans des milieux où les sols sont alcalins, c'est évidemment pas le même principe. On recherche plutôt à ce qu'il y ait un peu moins d'alcalinité. Mais du coup, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est vraiment simplement un phénomène d'échange. En gros, vous enlevez des H+, ou vous apportez des OH-, et ils viennent s'échanger. Quand vous en avez plus en solution, ils viennent s'échanger avec les ions phosphate, qui sont des anions, et du coup, le phosphore passe plus en solution. Voilà. Donc, il y a vraiment un effet important. Peut-être que ce que vous vouliez suggérer en lien avec l'apport de matière organique, c'est le rôle du phosphore organique, éventuellement. Alors, ce qu'il faut savoir, je suppose qu'une partie de l'audience est bien au fait de ça, c'est que dans les résidus organiques, en fait, une très large majorité du phosphore, souvent la majorité, voire une très large majorité, est en fait sous forme de phosphate, donc sous forme inorganique. Donc, c'est un peu... voilà. Et en fait, il y a eu des essais, alors nous, on ne l'a pas tellement mené, mais quelques résultats étaient cohérents avec ça. Mais il y a des essais très clairs sur du très long terme qui ont montré qu'en fait, quand on apportait beaucoup de matière organique de phosphore par des résidus organiques relativement au même dose de phosphore apporté par des engrais minéraux, en fait, vous ne changiez pas la spéciation du phosphore dans le sol. C'est-à-dire que quand, en gros, il y a de la minéralisation, il y a beaucoup de phosphore qui est apporté par de la fertilisation, qu'elle soit minérale et organique, encore une fois, vous avez globalement toujours la même quantité de phosphore organique, la même quantité de phosphore inorganique, et c'est globalement les phénomènes de sorption du phosphore inorganique entre la phase solide du sol et la solution qui contrôlent sa disponibilité. Voilà. Donc la géochimie est assez dominante dans ces contextes-là. Il faut aller vers a priori des systèmes où on a beaucoup moins d'entrée de phosphore par la fertilisation pour changer ce mécanisme dominant, à ma connaissance. Bien, merci beaucoup. On va arrêter là la discussion.